Je suis Chris Ercon et actuellement je suis directeur général de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, fondation qui existe maintenant depuis 41 ans. C'était la première fondation privée pour l'art contemporain, bien avant la Fondation Louis Vuitton, bien avant Bourse de commerce, bien avant Emerich qui va s'ouvrir dans quelques mois. Et comment je suis passé de la scène belge à la scène internationale? Je ne suis pas le seul. Il y avait Jan de Bout, il y avait un certain moment, il y avait Dirk Snauer, il y avait bien d'autres. Il n'y avait pas de boulot pour nous ici. Mais de toute façon, je me considère toujours, quand j'étais jeune, comme un des plus mauvais artistes belges. J'ai travaillé avec Jan Fabre, j'ai travaillé dans le théâtre au Club Stuck. Et puis j'ai décidé de devenir producteur. Je détestais le mot commissaire ou curateur. Et Alana Heiss de PS1 cherchait aussi quelqu'un qui était plutôt producteur que commissaire. Et en plus, j'avais un petit avantage parce que je me suis tout de suite, dès le début, intéressé à des disciplines complètement différentes. Je passe souvent en Belgique. J'ai jamais perdu contact. C'est Nick Serota, qui est le chef-chef, qui était le chef-chef de Tate, qui est venu me trouver. Je me rappelle très bien que Nick était là pour le vernissage d'Amrita Schegel, la peintre indienne des années 30-40. Et ça, c'était aussi ma première exposition au Tate Modern, bien avant que j'étais nommé, quelques mois avant que j'étais nommé. Et puis, au moment que j'ai fait le transfert de Haus der Kunst, au Tate Modern, il y avait Ai Weiwei au Tate Modern avec qui j'avais travaillé. Donc, c'était quelque chose qui était en fait tout à fait normal. Et là, j'étais très content parce que j'y passe encore souvent. J'ai donné la semaine passée une conférence sur la différence entre size and scale parce que je déteste les œuvres d'art qui sont trop grands et ça n'a rien à voir avec échelle. Et donc, j'ai gardé aussi le contact avec eux et j'étais très content de pouvoir travailler pour Tate parce que j'étais aussi responsable pour la deuxième extension, le fameux tour que j'appelle maintenant le tour anti-Brexit. Je le considère comme une forteresse militaire presque. Et j'ai eu de la chance que j'étais toujours un peu repéré par les gens. C'était Alana Heiss, puis c'est Alana qui m'a vendu, vraiment vendu, comme un joueur de football à Rotterdam. Puis c'est le ministère de la Culture de Bavière qui est venu me chercher. Puis il y avait Nick Serota qui est venu me chercher, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et le bourgmestre de Berlin m'a cherché pour le Volksbühne. C'était une aventure qui était plutôt malheureuse, mais on apprend beaucoup plus de toutes ces défiances et tous ces problèmes que des succès. Et après, c'est M. Macron, c'est le président de la France, qui m'a sauvé la peau parce qu'il m'a dit « Écoute, ça va pas très bien avec toi, j'ai entendu ça de certaines politiciennes à Berlin, mais j'ai besoin de quelqu'un qui parle beaucoup de langues et qui connaît très bien l'Allemagne. » Et donc, c'est Macron qui m'a amené à Paris. Je me rappelle très bien que j'étais à Bolzano pour faire une conférence. L'Élysée me téléphone et c'était 9h le matin. Ils disent « Est-ce que tu peux être à 11h à l'Élysée avec le président ?» J'ai dit « Écoute, c'est un peu loin. » Et je suis allé le lendemain et Macron me disait « C'est parti. » C'est comme ça que les choses s'arrangeaient. Voilà, c'est comme ça que les choses sont passées. Pour le Grand Palais, la rénovation du Grand Palais, puis j'ai eu l'opportunité d'amener Art Basel Paris. Ça a créé quand même pas mal de rumeurs. Et je pense que les Suisses, qui sont les propriétaires de Cartier, ils étaient assez impressionnés qu'un petit Belge pouvait organiser le Grand Palais, avait amené Art Basel à Paris avec un effet quand même assez positif aussi du point de vue économique pour Paris. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la Fondation Cartier. Jean Nouvel était un ami de longtemps de la Fondation Cartier, dès les débuts. C'est devenu une grande amitié entre lui et le fondateur de la Fondation Cartier, Alain-Dominique Perrin. Et il a poursuivi toutes les aventures de la Fondation Cartier. Il a fait plusieurs études pour la Fondation Cartier. Ce genre d'attitude, ce genre de relation, ça a des avantages et aussi des désavantages. Parce qu'il n'y avait pas vraiment un programme pour la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Au milieu de la ville, c'était « Jean, on a besoin de toi, faites ce que
dont tu penses oh, nous avons besoin. Moi, je n'avais pas l'habitude de travailler comme ça parce que j'ai travaillé beaucoup avec d'autres architectes où j'ai dû travailler pendant des mois, des années, parfois un brief, un programme très clair. Parce que selon moi, tu peux avoir seulement un bon bâtiment quand tu as pensé à tous les aspects. Et seulement des bons clients qui ont des idées très claires peuvent avoir un bon bâtiment. Ici, c'est passé différemment parce qu'on m'a engagé en fait pour jouer le rôle de Dr. No, de dire non à Jean Nouvel. Je me rappelle que Jean Nouvel m'a considéré d'abord, je pense, comme un espion des concurrents comme Jacques Herzog, Pierre Demuron, Rem Koolhaas. Mais à la fin, c'est très bien passé. Parce que j'adore l'architecture. Mon père était urbaniste. J'ai fait connaissance de Koolhaas quand j'avais 18 ou 19 ans. C'était mon grand inspirateur, en fait. Oui. Et c'est tout à fait différent de travailler avec Jean Nouvel parce que Rem disait toujours son slogan, son motto de son architecture, c'est « fuck contexte ». Pour Jean Nouvel, c'est le contexte qui compte. Et ça, c'est très clair dans son manifeste qu'il a écrit, le fameux Louisiana Manifeste en 2005, où il parle que de contexte. Il parle du fait qu'en fait, l'architecture et ce textile, c'est la mémoire et l'invention. Les deux vont ensemble. C'est moi qui ai dû guider Jean, changer des choses, réorganiser certaines choses. Donc j'étais un très mauvais artiste et sans doute je suis aussi un architecte frustré, c'est possible. Mais j'adore l'architecture parce que l'architecture c'est la discipline des contraintes. Et moi j'aime bien travailler dans des contraintes. Ça c'est pour moi important parce que l'architecture c'est quand même la mère de toutes les disciplines. Et quand Vitruve a fait son manifeste avec son bâtiment avec un toit et avec les colonnes, c'est quand même une forme de le début de notre civilisation. C'est le toit avec les colonnes. C'est grâce au fondateur Alain-Dominique Perrin qu'il y a une fondation Cartier. Alain-Dominique Perrin avait beaucoup d'amis. Il était très proche d'Agnès Varda, il était très proche de César, il était très proche de rock'n'roll, mais aussi de la variété française. Et moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'Alain-Dominique Perrin, il avait un succès énorme avec Cartier, que ses copains, les artistes, ils ont dit « Écoute, mon vieux, it's payback time ». Et donc, je pense que c'est passé comme ça, qu'il a créé la fondation pour donner de l'aide à des artistes, des créateurs, de forme complètement libre. Ça, ce genre d'autonomie, on a pu toujours garder grâce à Alain-Dominique Perrin. Je ne vois pas une énorme différence parce que j'ai commencé à travailler pour PS1. On était tous les jours moins 15 000 $ dans la banque. Et j'ai dû convaincre ici et à gauche et à droite des gens pour donner nous de l'argent. Je suis allé aussi voir les gouvernements. J'ai fait la première rétrospective de France Ouest en 89 à New York grâce à quand même une comédie qu'on a jouée Alana et moi vis-à-vis le gouvernement autrichien. C'est bien documenté, j'ai publié là-dessus dans Art Forum. Puis Tate Modernity Charity, là aussi, j'ai dû jouer public-private. Et vous savez, les CEO d'une boîte comme Richemont, qui sont les propriétaires des quartiers, ils font absolument attention. Pas que ce sont des cost killers, mais les budgets, c'est énormément précis. Donc à la fin, c'est la même attitude. Il faut faire attention pour les budgets et il faut quand même rendre service aussi aux propriétaires, dans le sens que je ne peux pas commencer quelque chose où il n'y a personne qui va venir, n'est-ce pas? Donc on a des responsabilités. Donc moi, je ne vois pas des énormes différences. Maintenant qu'on a un énorme bâtiment au centre de Paris, là, il faut faire encore plus attention. Pourquoi? C'est simple. Boulevard Raspail, Fondation Cartier, où on est parti en 2024, qui a commencé en 1994. Là, c'était un espace de 1200 mètres carrés. Maintenant, on est à 6500 mètres carrés. Donc, tout est x6. Et ce x6, ça veut dire que tout coûte beaucoup plus de l'argent. Et il y a beaucoup plus de gens qui travaillent chez nous. C'est tout à fait normal. Et donc là, il faut absolument faire attention. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. J'adore cette question. Parce que moi, je pense que l'architecture est complètement sous-estimée. Ou non, il y a le premier geste, c'est si vous faites un musée, il faut étudier toutes les autres options
avant de commencer à penser à une extension, un nouveau bâtiment. Si on peut répondre à toutes ces autres options et il reste que bâtir, là, ça va de soi. Okay? Mais on pense que l'architecture doit être complètement au service de la collection ou des artistes ou quoi que ce soit. Je pense que ce n'est pas vrai parce que dès le début du musée, en pensant au musée qui était construit au 18e, 19e à Berlin, l'architecture fait un dialogue avec les idées qui viennent de l'art. Et donc, il n'y a pas des opposants. L'architecture du musée qui est le plus intéressant, c'est toujours en forme de dialogue. Et donc, quand je pense par exemple à la compétition pour le Centre Pompidou de Renzo Piano et Richard Rogers, c'est un bâtiment qui a redéfini pas uniquement l'architecture du musée, mais aussi des bâtiments publics. Et même un bâtiment public qui est plus grand que le bâtiment même. C'est quand même un espace public autour du Centre Pompidou. Donc le rôle de l'architecture, quand on pense à des institutions culturelles ou des musées, est complètement sous-estimé. Les meilleurs exemples, ce sont ces bâtiments qui vont au-delà un mur blanc, au-delà une peinture, mais qui sont aussi des projets urbanistiques, qui sont des projets qui changent aussi le milieu. Tate Modern a complètement changé le milieu de South Bank. C'est un exemple parfait. Ah oui, je pense que les jeunes artistes, mais aussi les jeunes architectes, le White Cube, c'est important. Le White Cube n'est pas un footnote, mais je pense qu'au-delà et à côté de White Cube, il y a plein d'autres possibilités. Le White Cube a certainement facilité certaines choses, absolument, mais il y a d'autres possibilités. Le monde de l'art connaît à peine l'architecture, ou les éléments de l'architecture. Il y a très peu de gens dans le monde de l'art qui s'y connaissent. Ceux qui s'y connaissent bien sont des très bons clients. Ils vont avoir des bâtiments formidables et fantastiques. Mais il faut s'y connaître aussi. Moi, je pense que ce que je connais des bâtiments, parce que j'ai vu les projets, j'ai vu l'avant-projet, je connais aussi la répétition des architectes, je connais la répétition de l'équipe de Kasia Recic. Moi, je pense que ça peut devenir une infrastructure formidable. La façon que le canal est né, ça c'est autre chose. Moi, je suis certaine qu'au-delà du Centre Pompidou, qu'il y avait peut-être d'autres candidats, d'autres collections qu'on pouvait montrer ou avec qui on pouvait peut-être collaborer. Mais donc, la façon que le canal se montre maintenant, son bâtiment, son organisation, là, je pense qu'il faut le donner une chance, mais pas donner une chance au dépit des autres. Parce que, en fait, le milieu bruxellois est tellement riche maintenant. Je suis très content avec ce qui se passe aux Beaux-Arts, aussi la liaison avec le Kunstfestival des Arts. Je suis étonné de cette programmation qui est quand même remarquable. Je suis évidemment ravi de ce qui se passe à Wils. Je suis les galeries de très très proche. Je connais très bien Argos. Le milieu bruxellois de la culture est très riche. Et il ne faut pas que maintenant, on va tout abandonner, ou bien on va tout saboter pour faire fonctionner ce fameux canal. Et ça, c'est une question d'organisation, de réorganisation. C'est aussi une réorganisation politique, parce que le canal est trop grand pour les responsabilités uniques de Bruxelles-Capitale. Ça va coûter beaucoup trop d'argent. Donc je suis très content qu'on commence à étudier et parler budget. Ça, c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas rêver aujourd'hui. Il faut absolument faire attention. Est-ce que peut-être le canal est trop grand? Peut-être oui, parce que moi, je l'ai appris aussi à Tate Modern que, en fait, l'extension 2, c'est un problème parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour programmer tout ce bâtiment. Donc là, il faut être clever. Et peut-être il faut voir, est-ce qu'on a besoin de Centre Pompidou? Si, on a besoin de très bonnes collections, mais pas à ce prix-là. Non, c'est une question importante parce que quand j'étais consciente du fait que je n'étais pas assez bien
comme artiste et que j'ai pu décider d'arrêter, ça c'était un moment clé. Ce qui me fascine, c'est les artistes qui se disent « j'arrête, je vais faire autre chose ». Il y en a plein, hein? Ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien faire un livre ou bien une exposition, mais plutôt sans doute un livre sur les artistes qui disent « j'arrête ». Pour des raisons familiales, privées, de santé ou quoi que, mais en fait des décisions très conscientes. Et moi j'ai arrêté parce que j'étais pas assez bien et je suis devenu producteur d'un artiste qui m'a appris tout. Il s'appelle Dan Graham.